Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée au secteur de l'insurance. Le dossier du jour s'intéressera au cas particulier du Nigeria et au sommaire également de cette émission. La participation du mouvement du 23 mars au dialogue national convoqué par Joseph Kabila serait possible. C'est ce que nous verrons à travers notre débat. Et puis, réforme de l'armée au Burkina Faso. Une commission a été créée en ce sens et ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler. Notre invité est journaliste Jean-Paul Auro. Monsieur Auro, bienvenue. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Gratien, Roukindi... non, Gratien n'est pas là, ce soir c'est Alfred Chango. Alfred, merci d'être avec nous. Merci Amira, c'est un bonheur de vous retrouver sur ce plateau. Et puis à mes très chères téléspectatrices, je dis aussi merci de leur accueil. Et Samuel Gembok, Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le M23, l'ancien mouvement rebelle de la République démocratique du Congo, vaincu par l'armée congolaise en 2013, approuve le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. L'un des responsables de ce mouvement, réfugié au Rwanda, a d'ailleurs fait savoir qu'il comptait bien y participer. Liselsia Kizimana. Le M23 s'apprête à participer au dialogue national convoqué par le président de la République démocratique du Congo. C'est elle, de l'ancien mouvement rebelle du 23 mars dirigé par Jean-Marie Runiga, approuve la tenue du dialogue national et envisage d'y prendre part en tant que parti politique. Nous soutenons la tenue du dialogue national inclusif. Notre mouvement a déjà été transformé en parti politique, conformément aux déclarations de Nairobi, qui demandent au M23 de se constituer en parti politique. Jean-Marie Runiga a dirigé le M23, mais a été remplacé à la tête du mouvement en 2013 par Bertrand Bisimwa. C'est ce dernier qui a donc participé aux négociations de Nairobi le 12 décembre 2013, qui ont abouti à un accord cadre. Pour certains observateurs, la participation de Jean-Marie Runiga au dialogue national en tant que leader du nouveau mouvement constitue une problématique. Si nous considérons les accords de Nairobi, l'interlocuteur, c'est Bisimwa et non pas Runiga. Si les Runiga veulent créer un parti politique, c'est au même titre que n'importe lequel des Congolais, et de ce point de vue-là, ils n'ont pas à revendiquer à nos yeux, du point de vue de la légalité et des implications diplomatiques, de se réclamer de dispositions qu'ils n'ont pas signées, dont ils ne sont pas signataires, parce qu'ils étaient en rupture de banc avec les autres. Ça, c'est la première difficulté. Et la seconde difficulté est de la suivante. M. Runiga a des sanctions qui pèsent sur lui, consécutivement à ce qui s'est passé sur le terrain, et à l'heure où nous parlons, il y a même un mandat international émis contre M. Runiga. Donc, ça ajoute à la difficulté, il n'est pas amnistiable. S'il met ses pieds en RDC, la première conséquence, c'est qu'on va mettre la main dessus. Le nouveau parti de Jean-Marie Runiga est en cours d'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur congolais. Pour l'heure, les membres de cette formation travaillent sur les propositions qu'ils vont dévoiler lors du dialogue national inclusif voulu par le président Joseph Kabila. Alfred, c'est à qui de participer à ce dialogue national? À Jean-Marie Runiga, dont le parti politique, rappelons-le, n'est pas encore officiellement créé, ou c'est à Bisimwa, dont la légitimité repose sur le fait qu'il ait participé aux négociations de Nairobi? On vient d'entendre le négociateur de la RDC, le représentant du gouvernement de RDC, qui explicite très clairement le problème. Au fond, c'est Bisimwa, effectivement, qui a négocié, qui a signé les accords de Nairobi et puis qui est aujourd'hui réfugié en Ouganda, à Kampala. Runiga n'a pas sa place à ce dialogue national? Il est poursuivi, il y a un mandat sur sa tête, donc il est poursuivi pour crime de guerre, crime contre l'humanité. On ne voit pas comment un criminel de guerre va siéger dans un dialogue organisé par le gouvernement. De toute façon, il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui. Il arrive, on lui met la main dessus, on l'alpague et puis on le met au collet en attendant son jugement. Donc je crois que les choses sont assez claires. Mais plus fondamentalement, ce que je dirais, cette histoire de dialogue national, c'est de la perte de temps inutile, parce qu'on sait quels sont les enjeux aujourd'hui pour la RD Congo. On n'a pas besoin d'organiser un dialogue national, un énième. En 2013, Kabila avait organisé les concertations nationales. Il a mis 1 an pour constituer un gouvernement soi-disant d'union nationale. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs.
Et aujourd'hui, on sait très bien que les élections vont avoir lieu l'année prochaine. Il est disqualifié par la Constitution, il ne peut pas se présenter, mais il est en train de faire des manœuvres avec tous les petits satrapes qui sont autour de lui pour truander justement les élections qui arrivent, soit les annuler, et puis comme ça, il va poursuivre, on va faire glisser le calendrier. Or, on sait que l'Église catholique, beaucoup de membres de la société civile, de l'opposition, ont dit non justement à l'organisation de ce dialogue-là. Donc je crois qu'on est en train de distraire les gens. Il disait en fin novembre, on organise ce dialogue national. Nous sommes aujourd'hui pratiquement décembre, rien n'est fait. Et donc, de jour en jour, de mois en mois comme ça, on va glisser, il n'y aura rien du tout. Et au fond, on va distraire les acteurs politiques et jusqu'au glissement. C'est vraiment le chemin qui est en train d'être pris. Dernière chose, Kabila lui-même, il est résolu à rester. Même s'il ne le dit pas, il est silencieux. Il est résolu à rester, au fond, suivant ce que Kagame est en train de faire au Rwanda. Alors Alfred, je vous laisse poursuivre. Si, selon vous, le dialogue national n'a aucune utilité, quelle est la solution pour une sortie de crise en RD Congo? Parce que ça semble vraiment bloqué, en tout cas, en ce moment. La solution, elle est très simple. Elle est connue de tous ces acteurs-là. Je le rappelle souvent ici. Depuis l'élection contestable et contestée de 2011, tout le monde sait qu'en 2016, il y aurait une élection. La Commission électorale nationale indépendante, tous les protagonistes. Enfin, mais pourquoi attendre la dernière minute pour dire il n'y a pas d'argent, il faut... Non, ça c'est vraiment calculé parce qu'il y a un certain nombre de leaders politiques congolais qui vivent derrière justement la main de Kabila, qui ne veulent pas qu'il parte parce qu'ils risquent de perdre justement des rentrées de recettes, des prébendes. Et donc, ils ne veulent pas qu'il parte. Voilà pourquoi ils essaient par tous les moyens d'atermoyer. Monsieur Euro, vous partagez l'analyse d'Alfred selon laquelle le dialogue national n'a aucune utilité en RD Congo? Mais tout à fait ce qu'Alfred, votre éditorialiste vient de dire, je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je pense que c'est des méthodes dilatoires que le président Kabila est en train d'utiliser juste pour essayer de gagner du temps, prolonger un peu les choses, histoire certainement qu'on arrive à décembre 2016, la situation est encore floue, chaotique, il n'y a rien, certainement créer les conditions d'une transition encore peut-être de 1 an à négocier. Cela, je crois que c'est ce que recherche fondamentalement. Comme il a dit, certainement il n'a pas encore affiché clairement sa volonté de rester, mais tout le monde sait que Kabila veut rester, il a encore envie de se présenter. Comme il a dit, la seule solution, ou du moins ce dialogue national, ça ne sert à rien. La seule solution, c'est respecter la Constitution. Kabila n'est plus éligible. Et qu'il parte, et puis qu'on organise des élections simples, et puis les gens vont avancer. Je pense que c'est la seule solution. Le reste, c'est des méthodes, c'est juste des manœuvres. Voilà, des manœuvres dilatoires qu'il utilise pour essayer de gagner du temps. Samuel, très rapidement, une réaction par rapport à ce dialogue national auquel, nous le rappelons, l'opposition refuse de participer. Oui, je souscris complètement à l'analyse d'Alfred et de notre invité. Je pense que Kabila mène là un jeu qui est extrêmement délicat et qui sera certainement contre-productif sur le plan politique au niveau national, voire même au niveau de la région, parce qu'il veut modifier les règles du jeu alors qu'il n'a plus suffisamment de levier pour le faire. Je pense qu'une des choses qui doit montrer qu'il veut vraiment se présenter, c'est qu'il n'y a pas d'alternative au sein de la majorité présidentielle. S'il affichait la volonté de ne plus se présenter, il y aurait peut-être un candidat qui serait déjà en lice, qui serait déjà en train de préparer le terrain, mais dans le camp de la majorité présidentielle, on ne voit pratiquement personne. Et c'est une manœuvre qui n'est pas de très bonne odeur. Au Burkina Faso, installation de la commission de la réforme des armées. Elle a pour objectif de séparer définitivement la vie militaire de la vie politique. Elle devra présenter ses conclusions d'ici le mois de juin. C'est un sujet de la rédaction. Au Burkina Faso, la commission de la réforme des armées a été mise en place par le président de la transition, Michel Kafando, le 8 décembre 2015. Elle est composée de 20 membres, tous militaires. Sa mission, faire des propositions sur la réforme des forces armées nationales en juin 2016. L'idée, c'est de réformer, restructurer cette armée pour qu'elle soit de plus en plus républicaine, qu'elle se concentre principalement au rôle régalien qui est assigné aux armées nationales, c'est-à-dire la protection de l'intégrité territoriale, la défense de la nation, la protection des populations et non pas
la protection d'un régime ou d'un président. L'objectif principal de cette commission est d'interdire l'implication de l'armée dans les affaires politiques. Ceci va permettre, selon certains observateurs, de ramener la sérénité au sein de l'armée nationale burkinabé dont la cohésion a été durement éprouvée lors des mutineries de 2011 et du coup d'État déjoué de septembre 2015. Pour ma part, la mise en place d'une commission pour réfléchir sur la réforme de l'armée n'est pas en soi une mauvaise chose. Simplement, la date qui a été décidée de mettre en place cette commission nous pose un problème par rapport à l'agenda politique actuel. On sait très bien que l'on est dans une situation de transition. Il faut être prudent. Il faut que l'actuel président prenne effectivement le pouvoir et qu'il forme le gouvernement, qu'il apprécie à juste titre la situation qui se présente. Il aura les pleins pouvoirs de procéder à la réconciliation nationale. Il aura les pleins pouvoirs de procéder à la réconciliation au sein de l'institution militaire. L'installation de la commission de la réforme des armées intervient 2 mois après la dissolution de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Les membres de la commission durant 6 mois vont pouvoir faire des propositions réalistes afin de lever les obstacles à la construction d'une armée républicaine au Burkina Faso. Monsieur Oro, au vu de ce qu'il s'est passé au Burkina Faso, c'est une nécessité, selon vous, de réformer l'armée ? C'est une nécessité de reformer l'armée au Burkina parce qu'aujourd'hui, ce pays, imaginez ce pays, je me demande pendant combien d'années, depuis les indépendances, peut-être ils ont eu 1 ou 2 présidents civils, tout le reste c'était des militaires qui étaient à la tête de ce pays. Aujourd'hui, les populations burkinabées, lors de cette révolution populaire, ont marqué qu'ils en avaient marre, qu'ils ne voulaient plus de ce type de régime, qu'ils voulaient passer à une autre étape, la démocratie réelle. Je pense que c'est le départ, la contrainte au départ de Blaise Compaoré montre que les Burkinabés, aujourd'hui, la population burkinabé ne veulent plus de ça, de la gestion de leur pays par des militaires. Et je pense que cette réforme est nécessaire et elle doit se faire en profondeur. Et au-delà de cette commission qui vient d'être mise en place, cette commission aussi, je pense qu'ils penseront à insérer certainement un volet diplomatique parce que nous savons que les coups d'État, les coups de force militaires qui se font dans les pays en interne sont très souvent ont des causes aussi externes. Et nous, avec cet événement qui vient de se dérouler tout dernièrement, où il y a le putsch manqué avec le général Diandéré qui est aujourd'hui incarcéré, nous savons qu'il y a des ramifications à l'extérieur. Donc certainement, il faudra aussi un volet diplomatique. À côté de ça, nous discutions tout à l'heure au plateau de cela, il faudrait qu'il y ait aussi un volet réconciliation au sein de l'armée elle-même. Parce que dans cette armée, il y a plusieurs factions qui sont liées à des hommes forts que sont Diandéré, Bassolé et bien d'autres qu'il faut véritablement faire asseoir, se parler, certainement régler un certain nombre de passifs. Samuel, pourquoi, selon vous, c'est une nécessité de distinguer la vie militaire de la vie politique ? C'est une nécessité parce qu'on sait le rôle que l'armée a joué dans la vie politique au Burkina Faso. L'armée s'est positionnée comme un facteur de changement politique. C'est grâce à la violence armée qu'on a pu accéder au pouvoir au Burkina Faso au cours des dernières décennies. Et donc il faut clairement que cette réforme ait lieu et que le caractère républicain puisse gouverner désormais cette institution militaire. Je pense qu'il est important, à la suite de la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, de renforcer cette réforme au niveau de l'état-major des armées pour que l'armée burkinabé puisse avoir justement ses pleines capacités opérationnelles. N'oublions pas que le Burkina Faso est un pays enclavé et aujourd'hui est soumis à des menaces venant du Mali, venant du Niger. Nous avons Boko Haram qui arrive à perpétrer des attentats. Il y en a qui ont été revendiqués par des groupes armés terroristes au Mali très proches de l'État islamique. Et donc, au cours de ces dernières semaines, il y a eu des attentats. Il y a des brigades de gendarmerie au nord du Burkina Faso et à l'ouest qui ont été attaquées. Et donc, il est important que ce dispositif soit utile à la sécurité, à la défense nationale, mais que l'armée, à partir de l'expertise accumulée par le régiment de sécurité présidentielle, puisse servir à l'armée régulière. Alfred, c'est selon vous une nécessité, comme l'ont dit M. Oro et Samuel, de distinguer la vie militaire de la vie politique. On le voit dans certains pays comme en Égypte, hein. C'est un militaire qui est à la tête du pays. Je pense qu'en Afrique, on a encore du progrès à faire dans ce sens-là. L'armée et en règle générale les forces de sécurité doivent être
cantonnés à leur mission qui est de la protection des frontières extérieures du pays, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Ça veut dire que pour vous, un militaire ne peut pas prétendre à un mandat électif? Non, parce que ce n'est pas sa mission. Sa mission est d'être au service du pouvoir politique, d'être au service de la nation, d'être au service de la République. Et donc, c'est au pouvoir civil qui est en place de diriger le pays, de donner la direction. C'est aux militaires, c'est à la police, à la gendarmerie de veiller à la sécurité des biens des personnes et à l'armée à protéger les frontières du pays contre toute menace extérieure. Ça a toujours été là, la mission de toutes les armées depuis toujours. Mais en Afrique, il y a eu effectivement, dès le moment des indépendances, où on a constaté la faillite de certains présidents civils. Les militaires se sont enhardis, ont perpétré des coups d'État, mais on avait pensé effectivement qu'on était sorti de cette Afrique de coups d'État. De temps en temps, il y en a eu ces dernières années en Afrique de l'Ouest, mais je pense effectivement qu'il faut revenir à cet ordre-là, les civils au pouvoir, les armées au service justement de ces pouvoirs qui sont au service du peuple. L'Égypte, c'est vraiment un cas à part au regard de la complexité de la situation et puis de la géographie, de la géopolitique de la région. N'était la faillite du président civil qui avait été élu, Mohamed Morsi, n'était sa faillite, l'armée serait restée dans les casernes. Et donc, pour assurer la sécurité nationale, il y a eu ce coup d'État de Al-Sisi. Donc ça, c'est vraiment un cas spécifique. Mais il faut qu'on revienne en Afrique vraiment à cette culture-là de l'armée dans les casernes, aux civils, la direction, le pouvoir politique au sein des États. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.